De retour dans Smart Bourse, c'est à présent l'heure de notre quart d'heure américain. Nous allons ensemble revenir sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. Nous allons tenter de décrypter le résultat des élections et de comprendre leur impact sur l'économie américaine ou sur les marchés financiers. Pour cela, nous avons le plaisir d'être en duplex avec notre correspondant américain, le correspondant américain de Smart Bourse, Pierre-Yves Dugas. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nicolas. Merci de nous accompagner dans Smart Bourse en direct depuis Washington. Les investisseurs peuvent suivre depuis un peu moins d'une semaine à présent les élections de mi-mandat aux États-Unis. Les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais on a des tendances, notamment au Sénat où les démocrates conservent leur majorité. À la Chambre des représentants, c'est plus complexe actuellement pour comprendre si une majorité se dessine. Aucun des deux partis n'a pour l'instant une majorité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le bilan, quelles sont les leçons de ce scrutin de mi-mandat, Pierre-Yves Dugas? Écoutez, je peux essayer. D'abord, je peux commencer par vous donner le score à l'heure où nous nous parlons. Les républicains sont à 212, les démocrates à 204. Je parle du nombre de sièges très vraisemblablement attribués à la Chambre des représentants. La majorité est à 218, donc il manque encore 6 sièges aux républicains pour avoir la majorité. Et une quinzaine de sièges sont encore incertains, en particulier sur la côte ouest des États-Unis et en Californie. Donc, si tout se passe comme prévu, et c'est un grand si, parce qu'on a eu beaucoup de surprises depuis mardi, les républicains vont de justesse obtenir une courte majorité à la Chambre des représentants et on sait qu'ils n'auront pas la majorité au Sénat. La question est de savoir si les démocrates obtiendront 1 ou 2 sièges majoritaires au Sénat. Tout dépendra de ce deuxième tour en Géorgie. Alors, c'est une déception pour les républicains. C'est d'autant plus surprenant que si on regarde le total des voix exprimées, il y a plus de gens qui ont voté républicain que de gens qui ont voté démocrate. Il y a 5,5 millions au moins de républicains qui ont voté en supplément par rapport au volume de vote démocrate. Les comptes sont assez faciles à faire et moi j'aime expliquer la chose pour quelqu'un qui ne connaît pas les complexités Bien un sûr. peu anachroniques du système électoral américain, de prendre l'exemple de la Géorgie, parce que nous en parlions la semaine dernière avec Grégoire. Les Américains votent sur une trentaine de questions, leur bulletin de vote fait plusieurs pages et ils peuvent donc panacher les choses. Les Géorgiens, en particulier, devaient répondre à 2 questions, mais à bien plus, mais 2 questions importantes. Voulaient-ils que leur gouverneur républicain soit reconduit? Et voulaient-ils que leur sénateur soit un démocrate, le démocrate sortant, M. Warlock, ou bien le candidat républicain? Le gouverneur sortant de Géorgie a été reconduit, c'est un républicain, il a été reconduit avec plus de 53% des voix. Tous ces gens qui ont voté républicain pour le gouverneur n'ont pas voté républicain pour le sénateur. Le candidat au sénatorial du Parti républicain n'a que 48%. Donc il y a une grosse différence, ça veut dire 200 000 voix de différence. En Géorgie, qui est un État conservateur, qui est un État qui très longtemps a été républicain, qui maintenant est encore un peu en train de changer, eh bien, il manque beaucoup de voix dans le camp républicain pour un candidat qui était en fait un candidat choisi par Donald Trump, adoubé par Donald Trump, activement soutenu par Donald Trump et qui était loin de séduire les républicains centristes et encore moins les indépendants. Je rappelle un point important sur ces étiquettes, c'est que dans la plupart des États américains, quand on s'inscrit sur les listes électorales, on doit s'inscrire soit comme républicain, soit comme démocrate, soit comme indépendant. Dans certains États, ça n'est pas le cas. C'est important de le faire si l'on souhaite participer aux primaires. Et c'est la raison pour laquelle on demande aux électeurs de se déclarer a priori affiliés à tel ou tel parti. Quand on parle des indépendants, ce sont des gens qui se sont inscrits sur les listes électorales en tant qu'indépendants et qui n'ont pas d'obédience particulière à l'égard des démocrates ou des républicains. Cette catégorie-là d'électeurs américains a été clairement écœurée par le populisme et par les candidats choisis et soutenus par Donald Trump. Le Parti républicain aurait largement dû gagner ces élections. Tous les sondages génériques montraient que l'électeur américain avait envie de voter républicain, mais il y avait au milieu, très souvent, mais pas toujours, des candidats trumpistes, des candidats populistes, et ça
ça a considérablement handicapé les Républicains. Donc on peut parler d'une défaite républicaine presque, alors qu'il pourrait avoir une majorité à la Chambre des représentants. Ça n'est pas encore fait, mais ça reste une possibilité. Et ça ne serait à mettre que sur le compte, effectivement, de Donald Trump, Pierre-Yves Dugat. Pas uniquement, mais en grande partie. D'autres facteurs sont intervenus. D'abord, alors c'est facile de le dire aujourd'hui, il y a une semaine, on ne le disait pas, et moi en premier. Les Américains sont traumatisés par l'inflation. Les Républicains sont partis du principe que comme l'Américain moyen était en colère sur l'inflation, il allait voter républicain. Il aurait probablement fallu que les Républicains expliquent à leurs électeurs potentiels ce qu'ils avaient l'intention de faire pour lutter contre l'inflation. La colère et l'attribution, plus ou moins justifiée d'ailleurs, du problème d'inflation à l'administration démocrate et à Joe Biden est quelque chose qui n'allait pas de soi, en tout cas sûrement pas pour les indépendants. Donc le populisme, l'erreur de ne pas avoir été plus spécifique sur ce que l'on souhaitait faire en matière de lutte contre l'inflation, et puis l'avortement qui a joué énormément pour mobiliser l'électorat démocrate, sachant que dans des élections de mi-mandat, la mobilisation est très importante. Le parti au pouvoir à la Maison-Blanche perd généralement des sièges parce que son électorat n'est pas très mobilisé. Cette année, la mobilisation chez les démocrates a été supérieure à la mobilisation ordinaire, en particulier parce qu'il y a des électeurs qui se décident avant tout sur une question et qui écartent toutes les autres. L'avortement est une de celles-là. On a beau être inquiet de l'inflation, pour certains électeurs démocrates, l'avortement est la chose la plus importante et ils se sont déplacés massivement pour aller voter. On pourrait rajouter aussi, et on le voit dans le Nevada, on le voit en Pennsylvanie, les démocrates ont compris que les règles du jeu avaient durablement changé dans le scrutin et que maintenant le vote par correspondance est très important et ils sont beaucoup plus forts que les républicains pour aller chercher des électeurs hésitants et leur demander de voter pour eux par correspondance. Je ne parle pas de fraude, je parle de l'utilisation de ces nouvelles règles du jeu qui ont été mises en place au moment du Covid et qui font que dans des circonscriptions qui sont très serrées, c'est le vote par correspondance qui va faire la différence. On l'a vu dans le Nevada où M. Laxalt était en tête et mardi soir et M. Laxalt qui a appris en gros sa défaite dimanche parce que toutes les voix qui ont été comptées par la suite dans les autres comtés ont rendu compte de votes par correspondance très largement pro-démocrates. Pierre-Yves Dugat, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre la suite à présent? Quelles vont être les conséquences d'un tel scrutin, même s'il n'est effectivement pas finalisé, mais on a quand même cette idée d'une sorte de blocage, de congrès partagé entre républicains et démocrates. Quelles seront les conséquences législatives et, de fait, les conséquences sur l'économie américaine? Alors on dit souvent, et nos invités il y a quelques minutes l'ont rappelé, que le blocage est une bonne chose aux yeux de Wall Street. C'est vrai parce que ça évite de très très grosses erreurs. Ce blocage, à condition que les républicains gagnent la majorité à la Chambre des représentants, veut dire que aucun des deux partis ne va pouvoir lancer une réforme très coûteuse, soit en augmentant fortement les dépenses sociales, soit en baissant massivement les impôts. Pour autant, si on entre en récession, les choses vont se compliquer. Il va être difficile pour les républicains de dire on ne fait rien, on n'augmente pas les dépenses sociales. Il va être difficile aussi pour les démocrates de dire attention, nous n'allons pas réduire les impôts. Et on notera que Joe Biden, la semaine dernière, dans sa grande conférence de presse post-électorale, a ouvert la porte à des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Alors ça dépendra comment on va déterminer à quel endroit on met le curseur dans la classe moyenne. Mais si l'économie américaine entre dans une récession difficile, on risque d'avoir un peu des deux. C'est-à-dire un peu de baisse d'impôts, un peu d'augmentation de dépenses sociales, ça veut dire beaucoup plus de déficit. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Wall Street. Il y a des zones de collaboration tout de même possibles entre républicains et démocrates. Une dont nous avons souvent parlé au cours des dernières semaines, c'est la Chine. Bien sûr. Il y a un gros consensus bipartite pour être extrêmement ferme à l'égard de la Chine. Dernière question, donc, du coup, sur cette économie américaine, sur des sujets budgétaires, est-ce que cela peut poser problème sur l'année 2023, par exemple, Pierre-Yves Dugat? Alors, les démocrates sont très contents du score qu'ils ont réalisé. Ils ont considérablement limité les dégâts, ils ont fait des progrès au Sénat, mais s'ils étaient aussi sûrs d'eux, ils ne seraient pas aussi inquiets de ce qui va arriver au plafond de la dette. Le vote sur le plafond de la dette est absolument essentiel pour la stabilité des marchés financiers mondiaux. Ce plafond de la dette, a priori, ne va pas être atteint avant le mois d'octobre prochain, et pourtant, ils veulent faire voter avant Noël
le relèvement du plafond de la dette à partir du congrès qui est en place et non pas à partir du nouveau congrès qui va sortir des urnes et qui ne se mettra en place qu'au début du mois de janvier. Cela montre que, en dépit de la limitation des dégâts du Parti démocrate, les démocrates sont inquiets que ce blocage puisse pousser la droite républicaine à faire du chantage sur le relèvement du plafond de la dette, ce qui serait une catastrophe, naturellement, pour tout le monde. Merci beaucoup Pierre-Yves Dugas de nous avoir accompagnés dans le quart d'heure américain dans Smart Bourse. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes le correspondant américain de Smart Bourse. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 12h30 sur Bismart en direct pour un nouvel épisode de Smart Bourse.